et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans. En partant de la courbe plongeante de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante, partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants, dont les populations ont su maintenir leur dignité, leur culture et leurs principes forts de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sang et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises, par dizaines, ont préféré la mort à l'esclavage et au déshonneur. Ou ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Thiaroye, où des hommes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances, un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions, la qualité insigne de ses élites politiques, diplomatiques, administratives ou même sociales et culturelles, et enfin, de façon plus profonde encore, sa mixité, le brassage de ses ethnies et religions et la force de son commun vouloir de vie commune. Le Sénégal d'aujourd'hui, un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée, un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poissons, arachides, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé, et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenu qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres, si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette faible croissance est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend bien souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais, d'Est en Ouest, du Nord au Sud. Notre peuple, notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu. Dieu merci. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique, cette force vitale pour la résistance démocratique. Chers jeunes, chers concitoyens, nous devons désormais la mobiliser pour le développement du pays. Toutes ces régressions que je viens d'énumérer de notre pays s'illustrent de la manière la plus dramatique dans la situation que nous avons héritée du régime sortant. Je m'avais offert en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement, puisque le programme ou les projections que je vous ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8 mois.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les actes que le Président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste plus que transparent et au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime, avec notamment les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorés. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu, une fois de plus, de rendre hommage au président de la République, qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également apparu indispensable, dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime, de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques, en vue de nous assurer de leur conformité à notre législation. Maximiser les retombées économiques et sociales pour notre pays et préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de reddition des comptes a été étendue aux nombreux chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse, et j'en passe, aux soupçons de corruption, de surfacturation et de tournement de fonds dans des projets et sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur des pratiques du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur. De même, pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectués notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel
aucune paix sociale ne peut être garantie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la vision d'un Sénégal souverain a été prise en charge dès la formation du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Il en est pour preuve les positions ouvertement affichées par Monsieur le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marque également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'action. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Concernant le coût du carburant et de l'électricité, les mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l'orthodoxie dans la passation des marchés d'approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources. S'agissant du cadre de vie des Sénégalais, notre gouvernement a engagé depuis le mois d'avril de fortes initiatives pour la gestion des inondations et les crues, pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés. Pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés de paiement dus par la SONAGED aux concessionnaires et pour l'organisation mensuelle d'une journée Setal Suñu Réew, s'agissant en particulier de la gestion des inondations et des crues. Des sommes conséquentes ont été dégagées pour faire face, nous amenant à demander un audit du programme décennal de gestion des inondations et du programme d'assainissement des 10 villes qui ont englouti respectivement 285 milliards de francs CFA et 77 milliards de francs CFA sans résultat tangible. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés,
Dans le domaine de l'équité sociale, préoccupation prioritaire pour le gouvernement, nous nous sommes attelés à gérer l'impact des contraintes de finances publiques sur le paiement des bourses de sécurité familiale, avec l'appurement des arriérés prévus au cours du premier trimestre 2025. L'équité sociale s'est également manifestée sur tout le territoire national. À chaque fois que des catastrophes naturelles ou des accidents sont remarqués par des appuis financiers et en nature, notamment à la suite des inondations, des crues des fleuves Sénégal et Gambie, des accidents routiers et j'en passe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mon gouvernement a pris résolument en charge un maillon essentiel de notre développement économique et social au cours des 8 derniers mois, à savoir le capital humain, en particulier le secteur de l'éducation et de la formation. 2 conseils interministériels ont été consacrés à la préparation des examens au concours ainsi qu'à la rentrée scolaire. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de ces conseils, parmi lesquelles la résorption du déficit d'enseignants, l'élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d'état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d'examen. Mon gouvernement se préoccupe fortement des taux d'échec élevés du CFE, 34,5%, au BFM, 26% et au baccalauréat,